le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une vidéo que j'attendais énormément parce que j'ai enfin reçu mon micro, comme vous pouvez le voir. Et du coup, normalement, vous aurez une meilleure qualité de son. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est super. Vous me direz ce que vous en pensez parce que, voilà, forcément, je débute. Donc, au niveau des réglages, etc., vous me direz au niveau du son et de l'intensité. Mais du coup, je me disais qu'on pourrait faire une petite vidéo où on va parler de livres et des livres qui m'ont marqué personnellement dans mes années collège. Voilà, j'ai retrouvé, alors je vais vous montrer tout ça, mais j'ai retrouvé mon journal de quand j'étais du coup en troisième. Et hop, je sais pas si vous verrez très très bien. Mais donc je l'avais appelé mon carnet de lecture. et en fait, je me suis dit que ça pourrait être cool parce que déjà, c'est très instructif de savoir voilà, les livres qui m'ont marqué. Parce que là, c'était le thème, c'était historique. Enfin, je crois que c'était des livres qui ont marqué globalement l'histoire. Mais c'est pas forcément les livres hyper connus. Il y a le journal d'Anne Frank qu'on connaît tous. Mais sinon, je vais vous en présenter 3 autres qui sont un petit peu moins connus et qui, moi, m'ont vraiment marqué plus que le journal d'Anne Frank. Et donc, du coup, je vais me servir de mon carnet de lecture de troisième. Alors, après, c'était pas hyper bien écrit, du coup, forcément, à l'époque. Mais bon, je me dis que ça peut être quand même pas mal et assez satisfaisant pour vous. Donc, à chaque fois, je vais mettre les citations que j'ai retenues, en tout cas qui m'ont touchée personnellement. Et je vais vous expliquer un petit peu dans quel contexte historique était le livre, qui est l'auteur, etc. Donc c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais au pire, ce sera satisfaisant. Donc on va commencer, tant qu'à faire, par celui que je viens de parler, qui est le plus connu du coup, c'est le journal d'Anne Frank. Donc voilà. Alors, le journal d'Anne Frank. Alors, donc, le journal d'Anne Frank, je pense que tout le monde le connaît. Donc, c'est une petite fille qui s'appelle Anne Frank et qui va écrire son journal. Elle va tenir son journal intime du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Donc, comme je le disais, Anne Frank, en fait, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale en étant cachée parce que c'était une petite fille juive, comme toute sa famille. Et donc, ceux qui connaissent l'histoire savent même où ils ont été cachés. Donc, c'était à Amsterdam, dans une maison, derrière une bibliothèque. Il me semble... Bon, là, j'ai les photos de la famille. Hop. Donc on voit, je vous le mettrai peut-être à l'image, mais il y avait son papa qui s'appelle Otto Frank, donc elle qui s'appelle Anne Frank. Il y avait aussi sa maman, donc c'était Margot Frank. Donc là d'ailleurs, hop, j'ai une photo de son journal. Parce que du coup, pour ceux qui savent l'histoire, si jamais il y en a certains qui savent pas l'histoire, je ne vais pas vraiment vous dire un petit peu, vous le découvrirez par vous-même. Mais globalement, en fait, c'est son père qui a récupéré son journal et qui en fait a voulu le publier pour honorer sa mémoire. Et vu que c'est des récits historiques, parce qu'elle va notamment parler des camps de concentration, de vraiment en fait cette chasse pendant la Seconde Guerre mondiale qu'avaient les nazis pour les juifs, donc comment en fait ils devaient se cacher, donc elle va raconter son quotidien qui parfois est un peu long, on va pas se le cacher. Moi je sais qu'au départ j'avais du mal à rentrer dedans parce qu'il y a quand même beaucoup, en fait c'est le journal d'une petite fille, il me semble, je ne sais plus exactement quel âge elle a, mais il me semble qu'elle a 10 ans, quelque chose comme ça. Désolée, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Ça va un petit peu s'entendre.
Elle avait seulement 13 ans. Donc forcément, des fois, ça va être un petit peu long. Elle va parler de son quotidien, mais ça peut être des choses un petit peu stupides, de ses amours de jeunesse, de comment là, qu'est-ce qu'elle va manger au repas du soir, les disputes avec ses parents. Donc voilà, donc c'est un petit peu, il y a aussi cette naïveté, cette innocence de jeunesse qui est contrebalancée avec l'horreur de la guerre et la peur de rester caché, de se faire prendre. Donc c'est assez particulier et c'est très cru, vu que c'est un journal intime. On sent vraiment la plume d'une enfant de 13 ans, quoi. Donc maintenant que je vous ai un petit peu donné le contexte historique, je vais vous citer quelques citations du coup de ce livre, de son journal. Donc, et je vais vous expliquer à peu près, enfin en tout cas c'est la moi de l'époque qui va vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ces citations en particulier. Donc comme je disais, et ça appuie bien, il y a un moment, elle va faire ainsi chaque jour, il se passe quelque chose, mais je suis trop paresseuse et trop fatiguée pour tout noter. Donc en fait cette citation, je l'ai choisie parce que justement, on voit qu'en fait il se passe des choses tous les jours et ça montre un petit peu l'injustice en fait qu'une enfant de 13 ans doit vivre tout ça et qu'en fait elle son quotidien c'est de voir des juifs se faire enlever en bas de chez elle quoi et, et donc c'est assez je trouve que ça reflète un petit peu le quotidien que devaient vivre les jeunes et enfin globalement les personnes juives de cette époque. Donc voilà. Ensuite, encore pour ce contexte, nos nombreux amis et connaissances juives sont emmenés par groupes entiers. Westerbork doit être épouvantable. On ne donne presque rien à manger aux gens et encore moins à boire. Donc cette citation pour le coup, elle mentionne un petit peu même l'horreur des camps. Et après, elle, du coup, forcément, elle écrivait, elle n'était pas en camp, mais elle avait effectivement certains de ses amis, elle a vu certains de ses amis se faire déporter. Et encore une fois, ça reflète l'inhumanité en fait de toute cette situation. Et il y a aussi qui montre, comme je vous disais, que en fait c'est le journal d'une petite fille de 13 ans qui, elle dit, j'ai oublié de te donner une nouvelle capitale. Je vais probablement avoir bientôt mes règles. Et en fait, ça montre son innocence et aussi elle découvre forcément son corps. Toute jeune fille a déjà vécu ce moment où on découvre l'apparition de nos règles, donc c'est aussi notre corps qui va évoluer. Et, et en fait, de voir que ça nous permet vraiment de nous identifier au personnage et au fait que c'est une vérité, c'est son quotidien et c'est une vraie histoire. Bon après voilà, j'en ai d'autres, je vais pas toutes vous les faire. Il y en a une qui est très longue, mais qui vraiment montre l'horreur de la situation. Donc, je vais vous la dire et puis après, on passera à un autre livre. Soir après soir, les voitures vertes ou grises de l'armée passent. Ils sonnent à chaque porte et demandent s'il y a des juifs dans la maison. Si oui, toute la famille doit les suivre immédiatement. Sinon, ils poursuivent leur chemin. Personne ne peut se soustraire à son sort, à moins de se cacher. Souvent, ils ont des listes et ne sonnent que là où ils sont sûrs de tomber sur un riche butin. Ils reçoivent souvent des primes par personne capturée, tant par tête. On dirait la chasse aux esclaves, telle qu'elle se pratiquait autrefois. Souvent, le soir, à la nuit tombée, je vois marcher ces colonnes de braves gens innocents, avec des enfants en larmes, marcher sans arrêt, sous le commandement de quelques-uns de ces types qui les frappent et les maltraitent jusqu'à les faire tomber d'épuisement, ou presque. Personne n'est épargné. Vieillards, enfants, bébés, femmes enceintes, malades, tout est entraîné dans ce voyage vers la mort. Voilà, elle est effectivement assez intense celle-là. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande de lire le journal d'Anne Frank, même si il faut s'accrocher un petit peu. Moi, je sais que à l'époque, j'ai vraiment eu du mal à le lire, mais finalement, c'est vraiment un roman qui m'a marqué par en fait, c'est vraiment un témoignage
Et, et c'est toujours assez fort et de voir en fait ouais, c'est ça, les horreurs, l'horreur de cette époque et comment les gens peuvent faire preuve d'inhumanité pendant cette période. Voilà, voilà, j'arrête de parler. Enfin, le but de cette vidéo, c'est que je parle, mais en tout cas, on va changer de livre. Juste, je viens de retrouver cette citation avant de passer en fait à autre chose de Anne Frank en fait. Et elle dit: un jour, cette horrible guerre se terminera enfin. Un jour, nous pourrons être humains et pas seulement juifs. Je vous laisse sur ça. Je ne rajouterai pas de commentaires. Hop. Donc, ensuite, on va passer à Moi Malala. Hop. Donc, ce livre-là. Donc, Moi Malala, c'est un petit peu le même principe d'Anne Frank dans la forme, c'est-à-dire que c'est aussi un journal. Donc, Moi Malala, c'est écrit par Malala Yousafzai. Alors, je le dis sûrement très très mal, mais du coup, c'est en fait, c'est un espèce de journal intime. Et je pense que il m'a encore plus marqué que le journal d'Anne Frank. Vraiment, il m'a tiré les larmes parce que je trouve que Malala, c'est pas une personnalité qu'on connaît, alors que c'est une fille, une femme qui est très inspirante et qui d'ailleurs a eu le prix Nobel de la paix. Donc là, en fait, on va découvrir un petit peu son histoire. Et aussi, on va découvrir en fait un petit peu son pays et ce qui éprouvait notamment les femmes à l'époque. Donc, c'est une fille pakistanaise, donc ça se passe en Pakistan, et où elle va en fait combattre toute sa vie. Elle va être militante pour le droit des femmes. Je dis toute sa vie, mais elle n'est pas décédée, Malala. Donc, elle continue encore et on n'en parle pas assez de cette femme assez extraordinaire, en tout cas, je trouve. Et donc, elle va nous raconter son histoire, notamment par donc ça c'est vraiment le pitch de base, mais donc en fait elle va être blessée par un taliban. Donc elle va nous raconter aussi donc cet accident qui n'en est pas vraiment un. Et en fait on va voir comment cette femme qui a vécu un accident tragique, donc elle a très peu de souvenirs et forcément ça a eu des dommages sur son corps, comment en fait elle va vouloir ramener un peu de paix, elle va vraiment avoir aucune haine et juste assez de force pour changer les choses. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment, c'est pour ça qu'elle a eu le prix Nobel de la paix, mais c'est vraiment ce combat sans violence qui, je trouve, est vraiment hyper beau. Donc voilà, donc moi, Malala, justement, elle va débuter son histoire. Donc elle va nous raconter le bref souvenir qu'elle a du jour où un taliban lui a presque ôté la vie. Justement, elle va nous faire tout un prologue en terminant par Malala, c'est moi, et voici mon histoire. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle va vraiment nous raconter dès son plus jeune âge, donc son enfance, sa situation familiale, et comment en fait c'était déjà une jeune fille brillante qui se battait déjà pour aller à l'école. Et c'est tellement en fait des choses dont on n'a pas conscience, surtout nous en France. En fait, ce droit à l'école, pas tout le monde l'a, et surtout, c'était pas facile pour tout le monde. Et il y a vraiment une époque où les jeunes filles pakistanaises ne pouvaient plus aller à l'école, et elle bravait cette interdiction pour en fait apprendre. Elle voulait juste apprendre. Et donc c'est en ça que son récit est hyper poignant. Parce que moi personnellement je connaissais du coup pas du tout son histoire et pas du tout ce qu'elle avait fait pour le Pakistan et pour le droit des femmes et le droit à l'éducation comme je viens de le dire. Donc vraiment c'est assez inspirant. Notamment elle a ensuite quand elle a pu sortir de son pays et aller aux États-Unis, un petit peu justement parler de son histoire et se battre encore plus. Elle va justement rencontrer le président des États-Unis et faire un discours à l'ONU. Et en fait, ça justement, ça a permis de
je dirais pas changer le monde, mais un peu, enfin même de partager son histoire, partager les horreurs qui se passaient là-bas. Que si tu sortais dans la rue, tu te faisais exécuter, etc. Donc c'était vraiment dans ces conditions-là. Et justement, lors de son discours, elle va dire ces mots. M'asseoir sur une chaise et lire mes livres avec mes amis à l'école, c'est mon droit. Voir chacun des êtres humains avec un sourire de vrai bonheur, mon rêve. Malala, c'est moi. Mon monde a changé, pas moi. Voilà, j'adore cette femme. Elle est très très inspirante, comme je disais. Et du coup, là, je vais vous citer un peu plus de citations globalement dans le livre qui racontent justement un petit peu la situation là-bas, comme je l'ai dit, parce que là, je le dis d'une façon très peu précise pour un petit peu pas vous en dire trop, mais en même temps vous expliquer un petit peu. Ce que je disais, oui, c'est que elle va un petit peu décrire ce qui se passait là-bas. Donc, notamment, je cite. J'avais vu des épouses dont on exigeait qu'elles marchent quelques pas derrière leur mari. J'avais vu des femmes forcées à baisser le regard quand elles croisaient un homme. Et j'avais vu des filles, plus âgées que moi, qui avaient été nos compagnes de jeu disparaître sous les voiles dès qu'elles étaient devenues adolescentes. Même à l'époque d'ailleurs, j'ai choisi ce passage car aucune femme ne devrait se cacher et être obligée de vivre comme cela. Et je le pense encore, et malheureusement c'est encore le cas dans certains pays, et je trouve ça désolant. Donc je pense que c'est pour ça que tout le monde devrait lire ce livre qui est vraiment un récit d'espoir, de paix et qui raconte vraiment ce qui se passe et le quotidien notamment de ces femmes. Donc voilà, j'en ai presque les frissons en reparlant. Sachant que du coup Malala parle aussi de quand elle était jeune, donc là c'est dans son enfance. J'avais peur la nuit, en particulier quand explosaient les bombes. Dans mon coin, sur le sol de la chambre de mes parents, je récitais un verset particulier du Coran. Le fait est que, matin après matin, nous nous réveillions sains et saufs. Je ne savais pas quel était le sort de tous les autres gens pour qui j'avais prié, mais je souhaitais la paix pour tout le monde. J'avais choisi ce passage et je m'en souviens encore et je l'ai écrit aussi, que, en fait, Malala, justement, elle a peur comme un enfant devrait avoir peur des bombardements, mais quand même, dès son plus jeune âge, elle va prier pour la paix dans le monde entier, elle va penser aux autres. Et je trouve que, étant aussi jeune, c'est faux de faire preuve d'autant de bienveillance envers le monde. Donc voilà, voilà. On va passer maintenant à un autre livre qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale. Hop. Là, je vous ai pas donné les dates d'ailleurs. Attendez. Oui, donc juste pour donner un petit peu plus de contexte historique et encore plus terrifiant de savoir que tous ces événements se sont passés en fait récemment. Malala, elle a été justement abattue dans le bus scolaire qui l'a ramenée de l'école le 9 octobre 2012. Donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps et je trouve ça vraiment choquant. Je me rappelais plus que c'était autant récemment. Et je ne me souviens pas personnellement en avoir parlé. Bon, j'étais jeune à l'époque, mais même mes parents, etc., ne connaissaient pas cette dame quand je leur en ai parlé. Et je trouve ça pas normal. Donc vraiment, allez lire Moi Malala. Alors, du coup, comme je disais, maintenant, on va parler d'un livre encore sur la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est pas un livre, c'est un conte. Et il m'a vraiment bouleversée par justement sa métaphore. Et donc, hop, c'est celui-là. Donc, c'est La plus précieuse des marchandises par Jean-Claude Grand-Père. Encore une fois, je ne sais pas si je le dis correctement. Et donc, c'est un conte, forcément, du coup, c'est très court, mais c'est très poignant. Et en fait, il y a cette métaphore, on va jamais dire les juifs, ils vont les appeler les sans-cœurs. Et en fait, on comprend. Je sais que moi, les premières pages, j'avoue que j'ai mis du temps, j'étais là, mais de quoi ça parle en fait? Et on va vite comprendre que ça parle des Juifs et de cette période. Et, euh, et pour celui-là, je vais vous lire le résumé pour pas vous dire de bêtises et que vous voyez un peu plus de quoi ça parle et comment c'est écrit.
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit Pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand as-tu vu tes parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons. Dans ce grand bois donc régnait grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, 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 oui. Donc, on remarque l'écriture assez particulière du conte, avec aussi cette touche d'humour. Et c'est ça qui rend en fait la chose encore plus vraie et encore plus belle. Donc je vous laisse le découvrir, mais je vous donne une idée en vous montrant cette image de la pauvre bûcheronne avec un bébé. Et le bébé en question, ça va être un sans-cœur. Et en fait, le pitch, on va le voir tout de suite, en fait, c'est que la pauvre bûcheronne, donc vraiment, on l'appelle comme ça tout le long, et en allant chercher du bois, elle va voir ce train passer, donc ce train de marchandises, et elle va voir la plus précieuse des marchandises tomber de ce train, qui est en fait un enfant, et elle va venir le récupérer. Sauf que le pauvre bûcheron, lui, va savoir que c'est un sans-cœur et ne va pas vouloir l'accueillir. Et donc voilà, donc cette opposition en fait entre la pauvre bûcheronne et le pauvre bûcheron, donc qui elle veut l'accueillir, qui pour elle est la plus précieuse des marchandises, et lui qui ne voit que le fait que c'est un sans-cœur, donc un juif. Et voilà. Donc c'est très court, mais on va être à fond dedans, ça se lit d'un coup. Et j'en ai vraiment des grands souvenirs. Donc voilà, je vous le conseille. Je vais voir si j'ai des petites citations de celui-là. Donc oui, juste avant de vous montrer quelques citations, enfin de vous lire quelques citations, je veux remettre un petit peu de contexte sur l'auteur, comme j'ai fait pour les autres. Donc en fait, il va écrire ce conte parce que son enfance a été marquée par la déportation et la mort de son père. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui lui tenait encore plus à cœur que les autres. Et c'est pour ça que dans le conte La plus précieuse des marchandises, il va raconter une histoire qui est fictive, mais qui en fait raconte quand même la situation de l'époque en tenant compte des vrais faits historiques. Voilà, c'était pour un petit peu plus de contexte. Et c'est un conte qui est assez en fait remarquable et qui pourtant est très peu connu. Après, là, ils l'ont adapté au cinéma, donc justement, on en a un peu plus reparlé. Il me semble, un film d'animation qui est sorti, La plus précieuse des marchandises, donc c'est basé sur ce conte. Donc on en parle un petit peu plus, mais moi, c'était vraiment donc il y a 3 ans et j'en avais jamais entendu parler. N'empêche, regardez, juste petite pause, mais regardez comme c'était hyper beau. Je faisais ça hyper proprement. Je me rappelle avoir passé des jours dessus, sur ce petit carnet de lecture. Bon, on les expédiait loin d'ici, on ne voulait plus d'eux ici, même marqués, même étoilés, même fichés, même emprisonnés, même privés de liberté, de tout et de tout, même ainsi on ne voulait plus d'eux. Alors on les expédiait, mais où? Dans quel endroit de ce monde voulait-on d'eux? Quel pays les aurait volontiers reçus en ce mois de février 1943? On voit donc clairement de quoi ça parle et l'horreur. En fait, il n'y a plus aucun endroit où les Juifs sont acceptés, malgré toutes les contraintes qui étaient imposées à l'époque. Et donc c'est comme ça que la déportation a commencé. Il y a une citation qui m'a énormément marquée et qui spoil entre guillemets. Donc je vous dirais, je vous la mets pour ceux qui l'ont lu ou qui ont vu le film. Moi je l'ai pas vu d'ailleurs, j'aimerais beaucoup le voir. Comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup marqué. Mais je vais quand même la dire, mais je vous mettrai le timecode après cette citation si jamais vraiment ça vous tient à cœur de pas savoir. Les sans-cœurs ont un cœur. Les sans-cœurs ont un cœur comme toi et moi. Non, non, non. Petits et grands, les sans-cœurs ont un cœur qui bat dans leur poitrine. Pauvre bûcheron dégagea soudain sa main d'un coup d'épaule tout en secouant toujours sa tête et en crachant maintenant entre ses dents, répétant les tristes slogans de ces jours si sombres. Les sans-cœurs n'ont pas de cœur. Ce sont des chiens errants qu'il faut chasser à coups de hache. Les sans-cœurs jettent leurs enfants par les lucarnes des trains, et c'est nous, pauvres couillons, qui sommes obligés de les nourrir. Voilà.
Donc ce passage justement, il va montrer en fait la réalisation du pauvre bûcheron, que en fait les sans cœurs ont un cœur et que tout ça en fait ce ne sont que des rumeurs. Et je trouve que cette scène, ouais, de découvrir qu'en fait, les sans cœurs slash les juifs, en fait, ils sont comme nous. Et, euh, et en fait, à l'époque, on faisait que de dire l'inverse. Comme il le répète justement, les slogans, qu'il faut les chasser, qu'il faut les tuer, etc. Bref. Donc en tout cas, j'ai adoré ce conte. Et même si c'est écrit un petit peu différemment et ça peut être un petit peu étonnant au départ, moi, ça m'a pas du tout dérangé. Après, c'était il y a quand même un certain temps. Mais voilà. Je trouve que c'est quand même important de le lire. Ça reste pas de la grande littérature, mais du moment que c'est basé sur des faits réels et historiques, je trouve que ça peut vraiment que être bien et encore plus quand c'est bien amené. Ok, du coup maintenant on va parler de La Vague de Todd Strasser. Donc comme il y a marqué sur la couverture, cela commence par un jeu et finit en dictature. Donc ce livre est aussi, je trouve, très important. Et d'ailleurs, cette année, on l'a rapidement étudié en histoire. Et je trouve que ça devrait vraiment être le cas partout. Moi, je l'ai lu du coup il y a... pareil, il y a 3 ans, et où c'était pas très très connu, et pourtant il est très important parce que justement en fait ça va parler d'un professeur d'histoire qui va en fait vouloir tenter une expérience avec ses élèves en imposant un régime avec des règles strictes et avec un certain slogan. Et en fait, ils vont voir que la situation va vite leur échapper et que les élèves vont abandonner leur libre arbitre, ils vont suivre ce régime totalitaire, ils vont même devenir exclusifs, donc ils vont chasser les élèves qui respectent pas les règles de ce régime, et ça va vraiment devenir voilà, un régime totalitaire, une dictature. Et en fait, ce professeur, on va voir que la situation lui échappe un peu des mains parce que lui aussi va aimer le fait que tous ses élèves lui obéissent. Et donc, ce livre reflète vraiment que ça peut vite euh, ça peut vite flancher en fait, et ça peut vite devenir quelque chose d'incontrôlable et quelque chose de terrifiant. Et donc c'est pour ça que ce livre est hyper intéressant. Et donc maintenant il est un peu plus connu, enfin La Vague est un peu plus connue parce que ça a été adapté en film. Mais je trouve ça important de lire le livre d'abord, surtout que le film est bien. Je l'ai vu cette année, mais il respecte pas totalement le livre. Et donc bon, c'est pas pareil. Hop, je vais vous faire maintenant. Je vous ai dit donc, attendez, si vous voulez, je vais vous dire aussi la date. Je vous ai pas dit la date. Pour donner un petit peu plus de contexte. Donc oui, donc Todd Strasser, c'est un journaliste et écrivain américain qui du coup notamment avec ce livre va écrire sur le nazisme, et ce livre est même devenu un manuel d'histoire en Allemagne, et du coup un film comme je vous ai dit. Et voilà, c'est ça. Et ils le disent mieux que moi. Ça souligne vraiment qu'il est facile de se transformer en petit fasciste du jour au lendemain. Donc c'est vraiment ce que ça reflète. Et je voulais vous dire, oui, la date. Attendez, hop. Oui, c'est ça. Donc la vague se fonde sur un incident qui s'est réellement produit en 1969 pendant un cours d'histoire au lycée de Palo Alto en Californie. Donc c'est effectivement basé sur un événement réel. Et d'ailleurs, là, ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé, donc je vais pas tout vous dire. Mais donc c'est encore plus terrifiant de voir qu'en fait c'est une expérience qui a vraiment existé. Mais sinon, il me semble que ça a été écrit là il y a pas très très longtemps. Enfin, c'est un récit très moderne, hein, même si ça se passe. Donc c'est un événement, ça se passe en 1969. Donc après justement la Seconde Guerre mondiale. Ça a été publié en 1981. Moi, je pensais que c'était plus récent, donc en 1981, si je dis pas de bêtises normalement. C'est ça. C'est pas tant moderne que ça, mais donc c'est encore plus poignant parce qu'en plus c'était du coup pendant la guerre froide, vu que ça se passe aux États-Unis. Mais là, c'est justement le début, en fait, c'est quand le professeur va instaurer ce régime, entre guillemets. À partir de maintenant,
Vous devrez obéir à 3 nouvelles règles. Premièrement, tout le monde doit apporter ses propres affaires pour prendre des notes. Deuxièmement, lorsque vous poserez ou répondrez à une question, vous devrez vous lever et vous placer à côté de votre table. Et troisièmement, vos questions et réponses commenceront par Monsieur Ross. Donc, vu que le professeur s'appelle Ben Ross. Voilà comment, en fait, ce régime totalitaire et cette dictature va commencer par ces 3 règles. Voilà, je vous laisserai après découvrir sinon le reste. Et même pour ceux qui ont vu le film, je vous conseille de lire le livre. Parce que j'ai trouvé en tout cas le livre mieux que le film. Après, c'est un film allemand, donc là, c'est un récit américain. Donc après, il y a des visions un petit peu différentes aussi. Je pense qu'on va finir là-dessus parce que j'ai d'autres livres, plus d'autres recueils de poèmes aussi qui m'ont énormément marquée et dont je voudrais parler. Mais là, je pense qu'on va rester sur ces récits qui sont en fait historiques et qui sont basés sur des événements réels. Et moi, en tout cas, c'est ça qui me plaît. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et hyper enrichissant. Moi, j'adore apprendre par les livres, en fait, grâce aux livres. Et par des situations qui sont concrètes où on peut vraiment s'identifier au personnage et voir en fait comment la vie était, parce que nous, en tout cas, en tant que Français, même s'il y a des récits forcément de personnes, même d'ailleurs, qui ont été déportées, etc., en France, on n'était pas la situation la pire, et c'est toujours hyper intéressant de voir, par exemple, en Allemagne, comment ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, même au Pakistan, de voir comment même aujourd'hui, dans les temps modernes, la situation critique, en fait, et comment il n'y a pas de liberté là-bas, pas de droit, notamment pour les femmes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous donnera envie de lire ces livres, même si voilà, c'est pas forcément, j'explique pas forcément hyper bien, mais j'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à poser des questions sur les livres. Et aussi, j'ai pas dit les prix, etc. Après, il y en a beaucoup aussi, vous pouvez les trouver en ligne, en livre audio, je pense aussi. Mais sinon, vous les empruntez à une bibliothèque, normalement, c'est des livres qui sont assez accessibles. Notamment La Vague, vu que c'est pas mal enseigné. Normalement, vous pouvez le trouver assez facilement. Bon, trêve de blabla, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous.